Mesdames et messieurs, bonsoir. On parle de l'école ivoirienne ce soir. Le PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministres de l'Éducation nationale de l'espace francophone, aurait classé la Côte d'Ivoire à l'avant-dernière place en matière d'éducation au niveau de l'Afrique francophone. C'est ce que l'opinion a compris. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je le dis au conditionnel. Cette nouvelle a suscité des réactions de part et d'autre. Un résultat inacceptable pour les Ivoiriens, mais le PASEC dit n'avoir pas dit les choses ainsi. Qu'en est-il exactement? On le saura tout à l'heure avec Aka Tano Edouard. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Juste auprès de vous, M. Kwasi Kona Noël, bonsoir. Bonsoir. Correspondant national de la Confémen. Ensuite, Ekoun Kwasi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le secrétaire général national du syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire. Je termine par M. Silvio Nanzouan, bonsoir. Bonsoir, M. Fofana. Vous êtes, vous, le directeur de la pédagogie et de la formation continue. Merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à notre appel, d'être venus pour nous aider à comprendre un sujet très complexe. En plus des 4 invités que nous venons de nommer, il y a dans ce studio des sachants, des observateurs de l'école qui, au cours de notre émission, vont intervenir chemin faisant, de façon ponctuelle. Ils sont une dizaine, mais pour une meilleure compréhension tout de suite du sujet, pourquoi ne pas nous dire ce que c'est que le PASEC déjà, parce que tout le monde ne connaît pas, et la Confémen aussi, on en parle avec ce sujet qui a été posé sur le classement de la Côte d'Ivoire, vraiment avant-dernière place. On en parle. PASEC, Confémen. Le PASEC, qu'est-ce que c'est exactement, M. Kwasi? Merci, M. Lassine Fofana. Mais le PASEC, c'est un outil pour mesurer les performances des élèves et déceler l'efficacité de leur acquisition, des méthodes qui leur sont appliquées, et puis identifier aussi les facteurs qui permettent effectivement de savoir qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est moins efficace dans les méthodes d'enseignement. Et comment est-ce qu'il travaille, le PASEC? Le PASEC, c'est, si vous voulez, par définition d'origine, c'est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen. La Confémen étant la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, créée en 1960, et qui a fédéré toutes les réflexions de 14 pays francophones dès l'indépendance, autour de la France bien sûr, pour que les expériences en matière d'éducation soient partagées entre les pays qui parlent la même langue, en l'occurrence le français. Et c'est au fur et à mesure de l'évolution de cette institution qu'un outil d'évaluation des systèmes éducatifs a été mis en place, qu'on appelle effectivement le PASEC, le programme d'analyse des systèmes éducatifs, pour que quand les pays se rencontrent, les échanges se fondent sur des données scientifiquement établies et non sur des discours. Évidemment, c'est l'occasion aussi de partager certaines expériences en allant mesurer le niveau d'acquisition des enfants d'un pays à l'autre. Très bien, c'était bon pour les téléspectateurs de comprendre ce que c'est que le PASEC, parce que beaucoup de personnes en ont entendu parler pour la première fois avec ce classement qui est interprété par tout le monde. Et vous êtes 4 sur ce plateau, donc je vais demander aussi aux autres, est-ce que c'est un outil qui est accepté par tout le monde? Monsieur Ekoun. Merci beaucoup. Effectivement, le PASEC est accepté, mais en termes moins techniques, comme l'a dit monsieur, pour simplifier la définition, il faut remonter à la Confémen dont l'objectif est la promotion de l'éducation, la formation professionnelle et l'enseignement technique. Et très bien. C'était bon de le savoir. C'était juste pour savoir si c'était un outil que vous acceptez déjà avant que nous puissions discuter. Monsieur Sully, c'est pareil pour vous. C'est un outil accepté de tous. Absolument. Absolument. L'outil accepté de tous, c'est un outil de pilotage des systèmes éducatifs. Les résultats sont réinvestis dans la conception d'outils dans le pays afin d'améliorer le système éducatif. D'accord. La définition, on l'a comprise tout à l'heure avec M. Kona Noël. M. Tano, vous acceptez aussi, vous, parents d'élèves, cet outil-là? Vous venez de répondre à votre question. Je n'ai pas répondu à une question. J'ai posé une question plutôt. Est-ce que vous acceptez déjà cet outil-là? Les techniciens de l'éducation nationale ont répondu, donné la définition du PASEC. Moi qui suis là aujourd'hui, je ne sais même pas le mode opératoire de cette structure. D'accord. Je crois que nous sommes bien placés aujourd'hui pour comprendre beaucoup de choses à travers les explications des
des techniciens du ministère. Très bien. En fait, ma question a eu une arrière-pensée. C'était juste pour comprendre si tous les acteurs connaissent cet outil et puis savent comment on l'utilise. Nous allons revenir tout à l'heure à notre sujet. Et nous partons de cette conférence déjà prononcée par le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire qui est monté au créneau pour justement se prononcer sur la question de l'école avant même d'entamer ce débat. Ahmed Traoré et Flora Balo. Le SNEPSI estime que déjà, en 2014, un rapport du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, tirait la sonnette d'alarme. Ce rapport interpellait l'État de Côte d'Ivoire sur le fait que les élèves ivoiriens avaient beaucoup de lacunes en français en général et en lecture en particulier, ainsi qu'en mathématiques. Il s'agissait là d'apporter des solutions adaptées pour un système éducatif ivoirien performant. Le deuxième rapport du PASEC, publié en 2019, classe la Côte d'Ivoire à l'avant-dernière place sur un total de 14 pays évalués. Ainsi, du rapport du PASEC, il ressort ses conclusions. En langue, la moyenne était fixée à 537 points. La Côte d'Ivoire n'a obtenu que 516,6, soit la plus petite valeur des 14 pays participants. En lecture, il ressort que 82,8% des élèves sont incapables de lire plus de 20 lettres de l'alphabet en 1 minute. De plus, 59,3% des élèves en fin de cycle primaire n'ont pas la compétence en matière de lecture. En mathématiques, la moyenne internationale PASEC est de 544,5. Or, la Côte d'Ivoire n'a obtenu que 522,4. En outre, 58,8% des élèves du primaire en Côte d'Ivoire ne parviennent pas à compter jusqu'à 60. Au vu de ces quelques résultats, certains professionnels de l'enseignement ont dénoncé la longueur du mandatement. Selon eux, certains enseignants sont obligés d'attendre 5 ans avant d'avoir leur premier salaire, soit 3 ans dans les CAFOP et 2 sur le terrain. Cette réalité expose à vivre dans la précarité et livre certains instituteurs à se couper de la remise à niveau perpétuel. Un autre problème, selon le SNEPSI, est le recrutement des enseignants avec le niveau BPC. Il faut mettre fin à cela, recommande ce syndicat. Aujourd'hui, l'on recrute des enseignants avec le BPC, certains avec la licence ou le master, et sont payés avec le salaire du niveau BPC, alors que d'autres qui ont le niveau bac ont des salaires plus élevés. Cela démotive. Et de poursuivre. On ne peut pas avoir recruté des enseignants avec le niveau bac en 1981 et 30 ans plus tard, retomber dans le recrutement d'enseignants avec le niveau BEPC. Bien au contraire, on doit recruter avec le niveau bac plus. Et si l'école est une priorité pour ce pays, relève le SNEPSI, il faut revoir le niveau du recrutement. S'adressant au gouvernement, les leaders du SNEPSI estiment qu'en dépit des efforts faits depuis 2011, particulièrement dans la construction et l'équipement de nombreuses salles de classe, tous ces efforts semblent être noyés, eu égard au rapport 2019 du PASEC. Ainsi, le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, SNEPSI, propose comme solution l'arrêt du recrutement des enseignants niveau BEPC, la promotion des instituteurs adjoints en instituteurs ordinaires après 5 ans d'ancienneté. Il propose de revoir le système pédagogique qui change continuellement sans qu'un bilan des retombées ne soit fait. Autre proposition, l'adoption d'une approche pédagogique adaptée à notre système éducatif. Nous sommes passés des programmes par objectif, PPO, par la formation par compétences, FPC, aux approches pédagogiques par compétences APC pour en arriver aux approches pédagogiques par compétences recadrées. Tous ces systèmes n'ont pas donné grand résultat, rappelle le SNEPSI. Il s'agit donc aujourd'hui de trouver les voies et moyens pour redorer l'image de l'école ivoirienne. Et très bien, je commence par vous, M. Akatano Edouard. Quand on écoute ce commentaire et quand on voit le classement qui a été fait par le PASEC, 13 sur 14, on ne peut pas dire que l'école va bien. Quel est, votre avis aujourd'hui sur ce plateau? Bon, mon avis, en tant que parent d'élève, c'est déplorable. En écoutant tous ces commentaires, c'est déplorable. L'école ivoirienne n'est pas arrivée à ce point-là. Et je pense qu'il faut qu'ensemble, se retrouve parler franchement de notre école. L'école ivoirienne, c'est notre école à nous tous. Donc, suite à ces commentaires,
Je pense que nous allons nous retrouver. Oui, avant de vous retrouver, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? L'école va bien ou l'école va mal? Vu tout ce qu'on vient de dire, qui peut s'accepter que l'école va bien? On ne peut pas accepter ça. Je pense seulement le petit exemple. Quand on met un stagiaire sur le terrain, il faut 5 ans pour avoir son premier salaire. Mais à vie, ce monsieur-là sera endetté. Donc voilà des cas, quel courage il peut avoir pour aller donner des cours. Mais je crois que tout ça là, il faut qu'on repense. L'école va mal en Côte d'Ivoire. Très bien. Écoute, Kwasi. Oui. L'école va bien? Je dirais que non, l'école ne va pas bien. L'école ne va pas bien. Mais je dis que ce n'est pas juste qu'on dise que le PASEC nous a classés avant-dernier. Le rôle du PASEC n'est pas de faire un classement. Je n'ai pas vu dans le rapport premier, deuxième, troisième. Non. Le PASEC a pour rôle d'informer les États sur les performances de leur système éducatif. Et c'est ce que le PASEC a fait en mettant à la disposition de chaque État les performances de son système éducatif. Et en Côte d'Ivoire, le PASEC a démontré que notre système éducatif n'est pas performant. Pas des résultats, parce qu'au début de la scolarité, c'est-à-dire en CP2, nos enfants, le PASEC a montré qu'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas compter. Arrivé au CM2, pareil. Au CM2, les enfants ne savent pas lire, ne savent pas compter. Donc, ils arrivent en 6e dans des conditions vraiment qui ne sont pas acceptables. L'école, aujourd'hui, ne va pas bien et les tests sont là. Mais l'objectif, aujourd'hui, c'est ce qu'on doit comprendre. Ce n'est pas de faire la polémique sur les classements. Quelles sont les causes de ces résultats que nous observons? C'est ça qu'il faut rechercher et ensemble trouver les remèdes pour qu'au prochain PASEC, la Côte d'Ivoire... Avant d'en arriver à cela, lorsque vous dites que l'école va mal, mais les résultats que nous voyons en fin d'année, le baccalauréat, le BPC, le CP, nous voyons beaucoup de progression. Ce sont des résultats qui sont affichés partout, que vous n'avez jamais démenti. Vous, Sinessi. Écoutez, l'école ne va pas bien. Mais sachez que nos enfants ne sont pas nuls. Nos enfants ne sont pas mauvais. C'est les conditions d'enseignement qui sont mauvaises. Et donc, ce sont les effets collatéraux que nous observons. Sinon, nos enfants ne sont pas mauvais. Les conditions d'enseignement dans notre système éducatif sont mauvaises. Et quelles sont ces conditions? Peut-être que nous allons rentrer dans le débat. Allez-y, allez-y. Les conditions d'enseignement sont mauvaises. Vous prenez une classe de CP2, par exemple, un effectif de 100. Quel rendement, quel résultat, bon résultat, vous pouvez vous attendre à un enfant qui est au CP2 dans une classe de 100 élèves. Le maître qui a juste 20 ou 30 minutes pour faire un cours de mathématiques ou de lecture, comprenez qu'il n'a pas le temps de suivre. Et donc, le résultat est là. Mais vous faites bien de le dire, M. Ekounou Kwasi, mais tout de même, vous êtes très silencieux sur la chose, vous ne le dénoncez pas suffisamment. Si. Non. Nous le dénonçons. Quand vous prenez notre plateforme revendicative, la dernière, la plateforme revendicative, ils sont là. Nous avons déposé sur la table du ministre qu'il faut réduire les effectifs pléthoriques. Et ça fait partie de notre plateforme revendicative parce que c'est l'une des causes des résultats que nous observons aujourd'hui. Nous dénonçons. Mais ce n'est pas à nous de prendre les décisions. Alors, M. Kwasi Noël, vous avez entendu, hein, il n'y a pas de commentaire à faire. Il y a des chiffres, il y a beaucoup de choses qui ont été dites à la fois. Et parce que finalement, on nous dit que ce n'est pas un classement. Oui, ce n'est pas un classement et il y a beaucoup d'amalgames faciles et de conclusions rapides. C'est quoi la réalité? La réalité est ceci. C'est sur... c'est au niveau CP2 que l'évaluation est faite. Niveau CM2. 2 matières. Les langues, niveau d'acquisition des langues, donc la lecture, et les mathématiques. Et l'évaluation qui est faite montre bien qu'au CP2, il y a une bonne évolution en mathématiques, en lecture. Au CM2, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a décru en lecture, mais reste dans les normes ou dans la norme que fixe le PASEC pour dire qu'il y a un niveau moyen qui fait qu'on peut estimer que le pays est moyen. C'est en mathématiques véritablement au niveau du CM2 qu'il y a une décroissance avec une perte d'une vingtaine de points. Mais lorsqu'on continue de regarder, il y a un autre indicateur qu'il faut aller
convoqués dans cette réflexion, c'est les capacités de nos enseignants. Qui, lorsqu'on classe les enseignants de 14 pays qui ont fait cette évaluation, la Côte d'Ivoire se trouve au niveau 3e de l'échelle qu'on construit et l'échec à 3 stades. Premier stade, deuxième stade, troisième. Et tous les enseignants de Côte d'Ivoire qui sont dans l'échantillon se trouvent au niveau supérieur. Très bien. C'est extraordinaire ce que vous dites. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que l'opinion publique subitement dit la Côte d'Ivoire est 13e sur 14? Comment est-ce que c'est arrivé? C'est qu'au lieu de combiner ces indicateurs, on prend si vous voulez, l'échancrure qu'il y a au niveau du score du CM2 pour juger tout le système. Voilà l'erreur de ceux qui disent on est dernier, parce que si vous considérez, pourquoi est-ce qu'on n'a pas porté la réflexion tout de suite sur le niveau normal de nos enseignants et que c'est cette performance moindre qu'on sera considéré pour dire notre système va mal. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez mal expliqué? Non, c'est parce que ceux qui exploitent ces données poursuivent des buts que moi je ne qualifie pas ici. Mais je suis sûr que si on s'assoit et qu'on réfléchit, on saura qu'on n'a pas à jeter aux orties notre système éducatif parce que tous les jours, on pense à son amélioration. Très bien. Monsieur Sully Nazoua, vous avez entendu, hein? Oui. C'est une pierre dans votre jardin. Oui. Répondez très clairement. Oui. Tout le monde sur ce plateau, personne n'a dit que l'école se portait bien. Non, moi, je dis qu'elle se porte bien. C'est vrai que dans la vision du verre, il y en a qui le voient à moitié vide, l'autre le voit à moitié plein. Oui, le proverbe pour lui, il est indiscutable, mais non, le terrain en Côte d'Ivoire nous dit qu'il y a quand même un problème. Oui, mais je vais vous dire, comme M. Kwasi l'a dit, c'est une évaluation d'à peu près 2000 élèves sur les 3 millions que nous avons. C'est vrai que l'échantillon est représentatif, mais il se trouve qu'on n'a évalué que 2 matières. Et au CP et au CM. Les enseignants de Côte d'Ivoire, tout à l'heure, on a vu tout ce qu'a dit le syndicat. Ils disent qu'il faut revoir le niveau de recrutement, qui est BPC, qui est pas bon, alors qu'on a 3 points sur 3 à l'évaluation, parce que nous tous, on a dit tout à l'heure que cette évaluation était bonne, on y croit. Alors, est-ce que les enseignants qui ont eu 3 sur 3 se retrouvent dans tous ces problèmes-là? Donc, il faut analyser cela. Il y a également tout à l'heure, peut-être qu'on y reviendra, le mandatement dont il parle. Je veux gérer ce problème-là rapidement. Oui, oui. J'ai consulté la DRH sur cette question, parce que c'est ça qu'on nous l'aurait posé. Eh bien, depuis le mois de septembre, les enseignants qui sont entrés à la fonction publique, à l'éducation nationale, en septembre 2020, on leur matricule aujourd'hui. Or, c'était ça qui posait problème. Quand vous dites on leur matricule, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arriéré de salaire, est-ce que ça Non, veut je veux dire... simplement dire que ceux qui sont recrutés en ce moment sont en train d'avoir comment on appelle, le traitement au niveau du salaire à la fonction publique, enfin, aux finances, va se faire rapidement. Ils attendaient 3 ans, 2 ans, comme il l'a dit. Mais ça, c'est du passé. Ce problème a été résolu à travers un document qu'on peut vous présenter. Ce document est fait de commun accord entre la fonction publique, le ministère de l'Éducation nationale, les finances, pour faire une sorte de chronogramme de travail. Et il y a des rencontres régulières pour lever les points. Parce que maintenant, le ministre a dit, ce qu'a dit le syndicat, elle est d'accord. Mais il faut quitter là. Donc nous travaillons à régler ce problème des enseignants. Je vais reformuler ma question, peut-être que je l'ai mal posée. Monsieur Sully, est-ce qu'aujourd'hui, où nous sommes en train d'échanger, vous êtes en train de dire qu'aucun enseignant n'a d'arriérés de salaire? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux simplement dire que l'attente que ces enseignants avaient, je veux leur dire, s'ils me voient, que bientôt, tout cela ne sera qu'un passé. Douloureux peut-être, mais un passé. Parce que le ministère travaille à résoudre ce problème qui est épineux, effectivement. Oui, parce que je vous le dis, il y a certains enseignants qui nous ont dit qu'ils reviennent de leur lieu de travail tout simplement parce qu'ils se sentent abandonnés et tout. Vous avez vérifié? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup d'émotions. Mais il faut reconnaître que c'est vrai que le monde a changé. Nous avons été enseignants il y a 40 ans, on était comme eux. On a fait 3 ans, 4 ans. Si on était mort, je ne serais pas sur ce plateau. Je ne dis pas ça pour minimiser le problème. Je veux simplement dire que le problème étant posé, des solutions idoines sont en train d'être trouvées. Je vais m'adresser à ces derniers, leur dire de regagner leur poste. Le ministère travaille à ce qu'ils soient rapidement payés, qu'ils aient leur rappel et qu'on continue de les payer régulièrement.
Et très bien. En tout cas, je constate que c'est la qualité du système éducatif qui est mise en cause. Donc, on va passer la parole à certaines personnes qui sont dans ce studio pour nous donner leur contribution. Ou bien, si c'est une question, vous avez le micro, vous vous présentez, vous nous dites exactement ce que vous pensez de ce que vous avez entendu dans nos reportages et poser la question que vous voulez poser certainement. Vous êtes monsieur, allez-y. Je suis professeur Emeroua, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà, je suis ici ce soir pour... Allez-y. OK, pour donner mon avis sur ce qui a été dit. Je pense que le système éducatif se porte mal. La finalité pour le commun des mortels, l'école nous permet d'acquérir des diplômes et obtenir un emploi. Mais malheureusement, on se rend compte que vous prenez un étudiant du niveau supérieur, BTS, aujourd'hui, vous lisez sa lettre de motivation. J'ai un pied dans l'entrepreneuriat, un pied donc dans l'enseignement. Vous lisez sa lettre de motivation, vous avez honte. Et ça vient d'où? Savoir lire et écrire commence à l'école primaire. Et c'est de l'école primaire dont nous parlons. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a manqué quelque part. Très bien. Juste à côté, vous voulez intervenir maintenant? Allez-y vous présenter. Valentin Zawi, sociologue. Oui. J'allais dire, j'ai envie de réagir comme citoyen tout court, hein, ne serait-ce que par rapport à ce qui a été dit. Il y a des sujets majeurs, n'est-ce pas, qui touchent à l'intérêt national et je pense que pour la sérénité du débat, il est effectivement souhaitable que les choses soient dites clairement. L'école ivoirienne ne va pas bien, enfin, pour ce que moi j'en sais. Il m'arrive à titre personnel depuis une quinzaine d'années de donner des cours quand j'ai le temps dans certaines grandes écoles. On parle des élèves qui ont bac et plus, mais qui ont du mal à écrire correctement le français. Je veux dire, on vit ça au quotidien. Alors, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Le dit, il ne s'agit pas d'indexer voilà, enfin, des coupables. Ça date de bien longtemps. La déchéance de l'école ivoirienne remonte à une trentaine d'années en arrière. Parce que déjà, en fin des années 80, si je ne me trompe, on a eu les injections des institutions de Bretton Woods qui ont estimé que l'école ivoirienne, notre pays dépensait beaucoup, donc il fallait couper dans ces dépenses-là. Moi, je me rappelle, en 91, en temps à l'université, on avait encore les bus, on avait pas mal d'avantages. Il y avait un moment où tout ça, ça a été supprimé. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, j'allais dire, dans l'histoire du pays, il y a pas mal de conditions. On savait comment les enseignants étaient perçus et traités, j'allais dire, pendant nos 30 glorieuses, de 1960 jusqu'à 90. Mais au fur et à mesure que les choses ont évolué, les conditions ont changé. Donc, ça a une répercussion vraiment sur la situation juste à ce moment. Sur la qualité de l'école. D'accord. Certainement, on reviendra à vous. On prend votre avis en compte et puis on revient sur ce plateau. Monsieur Ekoun, ce qu'on vient d'entendre nous dit tout simplement que le niveau des élèves et même des enseignants a baissé. Non, le niveau des enseignants n'a pas baissé. Le rapport PASEC a montré que les enseignants ont un bon niveau académique. C'est seulement qu'il faut renforcer l'aspect pédagogique et didactique. Mais ça, c'est du ressort de la DPFC, c'est-à-dire la formation continue et l'encadrement. Sinon... Là, vous adressez juste à votre voisin qui répondra. Oui, sinon, le niveau académique des enseignants est très bon. Le professeur a dit tout à l'heure qu'un étudiant qui est en BTS ne peut pas faire un rapport. Mais d'où ça vient? C'est pour dire que allons-y chercher les causes dans les conditions d'enseignement aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'école primaire, on fait ce qu'on appelle la dictée lacunaire. Je me souviens que nous avions dictée préparée, dictée de contrôle. Aujourd'hui, on donne les tests en entier à l'enfant en soulignant des fautes. Et on dit, là, il y a une faute, il faut corriger. Mais il n'a pas appris, depuis le bas âge, à faire un test. On lui donne le test, et puis bon, il regarde. Maintenant, il arrive à un niveau où lui, il doit maintenant produire un test, et on s'étonne que le test est truffé de fautes. Mais ça a été à l'origine. Ça, c'est un exemple. Sinon, les conditions d'enseignement, il y en a encore. Il y en a. Nous baignons dans des conditions difficiles et mauvaises d'enseignement. Il y a le manque d'encadrement sur le terrain. Il y a le pré-mandatement, comme ils l'ont dit. On ne peut pas attendre 3 ans avant d'avoir son premier salaire. On mange quoi? On dort où? Mais un tel enseignant dans la salle de classe, quel résultat il va produire?
et demain, on va venir accuser nos enfants. Je le répète, nos enfants sont bons, mais les conditions d'enseignement dans notre système sont très mauvaises. Très bien. Monsieur Akatano, Edouard, quelle est votre réaction? Non, disons tout juste les choses. Les nouveaux enseignants, comme il l'a dit, sont bons. Mais, après le BTS, il ne peut même pas rédiger les lettres. Mais où est le bon, où est le mauvais? Tu dis, on doit chercher les causes. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Mais c'est extraordinaire tout de même quand on dit bon niveau, mais en même temps on dit ils ne savent pas écrire. Vous dites deux choses. D'accord, c'est là que je dis aux enseignants. Oui, laissez-le terminer. Lorsque je dis aux enseignants, soyons, si nous voulons trouver une solution, des remèdes à ces fléaux-là, il faut qu'on se dise la vérité. Le niveau de l'enseignant, toi tu es un enseignant. Prends ton temps et au jeu les ans d'aujourd'hui. J'ai un bon niveau. Ben, j'ai dit justement, comparativement à celui d'aujourd'hui, c'est très loin. Disons ça et cherchons les causes. Voilà. On ne vient pas là aujourd'hui pour accuser. Ça doit être tous ces mots-là et on va à la recherche des solutions. D'accord. Monsieur Kwasi Kona-Noël, on dit très clairement que le niveau baisse oui, vous voyez, chez les enseignants et chez les élèves. Merci. Vous voyez, il n'y a pas un seul pays au monde qui soit totalement satisfait de son système éducatif. C'est toujours en amélioration que tous les pays réfléchissent. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant en disant cela? Ce n'est pas une fuite en avant parce que... Parlons par exemple de la Côte d'Ivoire. Oui. En Côte d'Ivoire, nous qui sommes à l'intérieur du système, nous savons tous les niveaux où on cherche à améliorer. On parle de l'effectif pléthorique. Ce n'est pas des choses qui échappent. Mais nous savons que tous les jours aussi, nous faisons des enfants et que constamment, il faut construire. Nous savons aussi qu'il y a l'équipement, il y a tout ce que le gouvernement investit pour que, physiquement parlant, notre école ait de la matérialité pour que les enfants aillent à l'école. À l'intérieur, il y a la partie que les informaticiens appelleraient peut-être soft. Toute la réflexion pour améliorer la pédagogie, faire des renforcements de capacité, c'est des choses qui se font tous les jours. On ne regarde pas notre école stagner, mais on n'en sera jamais satisfait parce qu'une société, ça évolue et l'école avec. Mais il y a quelque chose de psychologique peut-être dans les citoyens. On a toujours dit, de mon temps, j'étais mieux formé. De mon temps, on était plus fort. Ça fait partie aussi de ce qui fait parler. Vous pensez que ce n'est pas vrai? Oh, on l'a toujours dit. Mais réellement, quand je prends des chiffres que j'ai ici, sur 227 candidats que la Côte d'Ivoire a présentés aux écoles supérieures à l'étranger, en cours préparatoire, il y a 222 qui ont été retenus. Ils sont ivoiriens. Mais ça veut dire quoi? Que quelque part, nos élèves, comme je l'ai dit, j'ai insisté en disant, l'évaluation a lieu sur des élèves de CP2, des élèves de CE2. Mais quand ils ont franchi le cap, ils poursuivent les études, ils vont vers l'université, ils ont le bac, mais ils se confrontent aussi aux élèves des pays. Et ce n'est pas les derniers. Ce n'est pas les derniers, bien au contraire. Si nous devons consulter des documents ici, vous verrez que nous, les Ivoiriens, qui sortent, qui se vendent à l'extérieur, sont tout aussi compétitifs. Je pense qu'il faut ramener la balle à terre. On ne cessera jamais d'améliorer un système éducatif dans un pays. Et c'est comme ça que moi, je voudrais qu'on positive notre réflexion, au lieu de penser que ça va mal, mais ça va mal. Nous devons tous agir pour que ça aille bien. C'est mieux comme ça. D'accord, monsieur Sylvier. Oui. Alors, vraiment, je crois que j'ai été interpellé par mon voisin. Oui, bien sûr, vous avez le droit de répondre. Il a dit le directeur de la pédagogie. Et je pense que je peux répondre. D'abord, quels sont les facteurs qui peuvent influencer la qualité de l'enseignement? Quels sont les facteurs qui ont influencé? Qui ont influencé. Il y a ce qu'on appelle l'effet élève, la caractéristique de l'élève, là où il habite. Ça compte pour 7%. Il y a l'effet maître. Le maître est-il compétent? N'est-il pas compétent? Ça compte pour 37%.
l'effet école, l'environnement de l'école, ça compte pour 20%. Et l'effet parent, l'effet famille, pour 36%. Si vous faites en dehors de l'effet maître, si vous faites le total, vous trouvez 60% d'éléments qui peuvent inférer sur le résultat. Donc tout à l'heure, quand le sociologue a parlé, moi j'ai apprécié ce qu'il a dit, qui montre bien que notre société, depuis 30 ans, n'a pas pris toutes les précautions pour son école. Ce n'est pas l'école elle-même, c'est nous tous. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai entendu dans ce qu'il a dit. Donc je voudrais dire cela, pour dire que quand on regarde les CP2, pourquoi on a des bons résultats au CP2? On peut le dire, tout à l'heure m'a interpellé. Nous sommes en partenariat avec pas mal de personnes, de méthodes. On nous dit qu'on a changé plusieurs fois de méthode. Je voudrais dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Depuis 2008, on n'a pas changé de méthode. C'est le nom qui a changé. Parce que l'appellation AFPC est destinée à l'enseignement technique. Mais dans l'enseignement général, on dit approche par compétence. Après, par compétence recadrée, on ne s'y reconnaît pas. Ça ne vient pas de la direction de la pédagogie. Je suis le même directeur depuis 2010. Juste dire quoi? Dire que ce qu'on nous demande ensemble, c'est de produire des résultats. Et la direction de la pédagogie, grâce au soutien des partenaires, est en train de trouver ce qu'on appelle, par exemple, une méthode qu'on appelle la remédiation. Nos élèves, on les prend souvent, tous les élèves, comme s'ils avaient le même niveau. On a trouvé que ça, c'est un des problèmes de l'école ivoirienne, d'où les méthodes qu'on a trouvées nous permettent de tester les enfants avant l'apprentissage, de les sérier en 3 groupes et de leur donner un enseignement approprié permettant de résoudre les problèmes. C'est pour ça que vous voyez qu'au CP2, les résultats sont bons. Et ces CP2 dont on parle en 2009, ils sont au CE2 maintenant. Ceux de CM2 dont on parle sont en 5e. Vous voyez, donc pour dire que depuis, la situation a évolué. On se cripe sur des résultats de 2009, c'est vrai qu'il faut en tenir compte. Mais il faut se dire que depuis 2009, beaucoup de choses sont passées dans les classes. Par exemple, il a parlé de l'encadrement. Le ministère vient de recruter 400 enseignants, encadreurs pédagogiques du secondaire et 1245 enseignants, conseillers pédagogiques du primaire. Autrement dit, l'encadrement dont il parle est passé de 100 instituteurs par encadreur à moins de 50 enseignants par encadreur. Donc, ces effets vont venir. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a un problème de verre. Certains le voient vide à moitié, certains le voient plein à moitié. Moi, je pense que si on se mettait ensemble pour le voir plein à moitié, il y a pas mal de choses qu'on peut résoudre ensemble, surtout avec le syndicat, surtout avec les parents d'élèves. Oui. Très bien. Oui, allez-y, vous voulez réagir. Monsieur l'inspecteur, je ne vous ai pas interpellé. J'ai dit que le rapport PASEC dit qu'il y a un besoin de renforcement des capacités en didactique et en pédagogie. Et je me fonde sur des éléments scientifiques du PASEC dans son rapport de 2019 qui dit que 59,6% des enseignants en Côte d'Ivoire n'ont reçu aucune formation continue. Si je prends la direction des stratégies et de la planification et des statistiques, qui est une direction du cabinet, dans son rapport de 2018-2019, cette direction dit que 67% des instituteurs n'ont reçu aucune visite d'un conseiller pédagogique et 89% n'ont reçu aucune visite d'un inspecteur pédagogique. C'est pour dire que le rapport est en phase avec les pratiques du terrain. Si le rapport dit qu'il faut renforcer les capacités en pédagogie et en didactique, ça veut donc dire que c'est la DPFC qui doit encadrer et c'est la DPFC qui doit assurer la formation continue. Parce qu'il y a un réel besoin d'encadrement. Alors, je voudrais que vous vidiez ce contentieux entre vous avant que nous continuions. Oui, allez-y. Si vous permettez, il a donné des chiffres que moi, la direction des stratégies qui est au cabinet me donne des résultats contraires. Quand elle dit que 67% des instituteurs en 2019 n'ont reçu aucune visite d'un conseiller pédagogique, ça veut dire quoi? Alors, je voudrais dire ceci. Je viens de vous dire que ce problème, ce rapport, nous l'avons. Et nous l'avons intégré dans notre démarche heuristique, qui fait qu'aujourd'hui, et à l'instant où je vous parle, on a affecté 1245 conseillers pédagogiques du primaire. On a sectionné les secteurs pédagogiques qui avaient 30 écoles, 40 écoles, en secteurs qui ont maintenant 12 écoles. Donc, peut-être ça a été vrai il y a 2 ans, je ne sais pas quand date le rapport, mais aujourd'hui, ça n'est plus tout à fait vrai. Et on peut vérifier sur le terrain, les visites pédagogiques ont repris.
vous êtes du secondaire comme moi. Les 400 enseignants, vous les avez vus. Tout à fait. On les a formés ensemble. Et donc, ils sont là, ils sont opérationnels. C'est ce que je veux dire. Il y a peut-être eu des problèmes en 2009. On est en 2009, 2014, 2019. On est en 2021 et beaucoup de choses se passent. C'est pour ça que je voudrais qu'on dise, je reviens sur mon image de verre à moitié plein. Si vous permettez. Très bien, je vous ai compris. Non, vous avez le droit de ne pas être d'accord entre vous. On vous a très bien compris. Non, on vous a compris. préoccupation. Mais oui, les autres ont aussi des préoccupations. Allez-y, monsieur. Je suis un peu inquiet parce qu'il faut que nous soyons au même niveau d'information. Vous voyez, quand on parle des résultats du PASSEC, nous ne savons pas ce que c'est. Quand vous avez les rapports, vous devez associer les parents d'élèves, leur expliquer. Parce que je suis surpris. Malgré la pandémie, les classes sont ouvertes. Et on vient du trou dire, vous êtes de mauvais élèves. Malgré la pandémie, il n'y a pas eu de rupture. Mais pourquoi? Aujourd'hui, du coup, moi, ça m'inquiète. Là-bas, qu'on nous, souvent nous associe. Nous avons notre mot à dire, des orientations aussi à donner. Très bien, c'est bien ce que vous dites, mais tout à l'heure, nous allons parler de la responsabilité de tous les acteurs. La question, effectivement, je suis bien documenté sur le PASSEC parce que je fais partie de l'International de l'éducation section Côte d'Ivoire, j'en suis le président. On a été saisi depuis longtemps par le comité syndical francophone de l'éducation, qui nous ont posé des questions. Est-ce qu'on a été associé à l'enquête? Non, on avait déjà des résultats. On ne savait pas qui est le responsable PASSEC Côte d'Ivoire. Dieu merci, on a pu l'identifier. Nous allons rentrer en contact avec lui pour lui demander un certain nombre d'informations que l'international nous a demandé. Mais aucun syndicat n'a été associé. À ce point? Aucun syndicat n'a été associé. 14 pays. On reçut les résultats. Très bien, très bien. On reçut les résultats. On a appris que c'était le 21 décembre à Dakar que les résultats étaient programmés. D'accord, très bien. Monsieur Kwasi Noël, je continue de penser qu'il y a un problème tout de même, pendant qu'on dit que on regarde la courbe d'évolution des élèves, on regarde les résultats, ce sont des résultats qui sont positifs chaque année, mais on continue de dire toujours que l'école est mauvaise et tout. Vous n'êtes pas d'accord du tout? Je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord. Je dis simplement qu'il n'y a pas un seul pays qui soit totalement satisfait de son système éducatif parce que c'est constamment qu'on cherche à le réguler. Et lorsque on conclut de façon aussi, j'allais dire, pessimiste, c'est ça que je dis non, nous devons être beaucoup plus modérés et penser ensemble comment continuellement améliorer un système de reproduction de notre propre société, de formation de nos enfants. C'est peut-être quelque part le rôle de ce qu'on peut dire, spécialiste, mais c'est tout le monde qui participe à la formation des jeunes. Et en étant aussi pessimiste, quelque part, au lieu d'être serein et penser à de bonnes méthodes, on se fâche et on peut ne pas être très bon dans la réflexion. C'est pour ça que moi, j'en appelle à ce qu'on bat la terre et qu'on réfléchisse posément. Parce que le système éducatif, ce n'est pas facile de le bâtir. Il y a les maisons à construire. Il y a les hommes à former. Il y a le contenu pédagogique constamment à réajuster, à aller chercher avec l'extérieur ce qu'ils font de bien. Tout ça pour nourrir, pour féconder notre système lui-même. C'est du travail de longue haleine, du travail continu. Et ce n'est pas à force de critiques autant douteux que nous pouvons obtenir une bonne... Douteux, vous avez dit, mais de tout de même, il y a certains éléments qui sont avérés. Je voudrais par exemple attirer votre attention sur le fait que tout le monde commente, le fait qu'il n'y ait plus la dictée à l'école. C'est un souci. Pourquoi c'était un souci? L'usage a dit cela, qu'on ne peut plus, on ne redouble plus en classe, on passe quelle que soit la moyenne. L'opinion publique continue de nous dire que même quand on n'a pas 5 de moyenne sur 10, on passe en classe supérieure. Il y a beaucoup de choses qu'on vous reproche. Oui. Ce sont des choses vraies? Ce sont des choses vraies. Je pense que... En quoi la dictée, par exemple, dérangerait qu'on puisse apprendre? Bon, je comprends que chaque génération dit qu'elle est la meilleure, mais tout de même... La dictée, si on y réfléchit, il y a un bout de temps déjà qu'on réfléchit
à la portée réelle et à l'intérêt de la dictée. Parce que la dictée, c'est quoi? Dans le mot dictée, il y a dire, il y a diction. C'est-à-dire quelqu'un qui parle, qui émet un son de sa bouche, comme on peut dire, et l'autre doit écouter de son oreille. Mais dans la réalisation de ces deux fonctions, si celui qui dit mal, ça fausse la réception de ce qu'il a dit. Si celui qui doit écouter entend mal, ne serait-ce que physiquement parlant, il a un problème d'audition, il ne va pas bien saisir ce qui est dit. Donc, il y a déjà deux éléments qui montrent que la dictée a ses limites en tant qu'élément pédagogique, parce que si la diction est mauvaise, la perception peut être mauvaise. Si la diction est bonne et que l'autre a un handicap auditif, il ne va pas bien saisir. Mais qu'est-ce que veut exploiter la dictée chez l'enfant? C'est la connaissance de l'orthographe, de la grammaire et des éléments de vocabulaire qu'on met en liaison, qu'on lui dit, voilà le texte que je vous te dicte, alors écris-le avec les règles de grammaire, d'orthographe que tu connais. Donc, est-ce que pour ça, on a besoin de parler? Quelles difficultés avons-nous eues, nous qui avons eu des blancs à l'époque? Je me souviens d'un inspecteur qui a simplement demandé à un élève, « À quoi tu le sais ?» À quoi tu le sais? L'élève avait bien répondu. Mais quand il a dit « À quoi tu le sais ?» c'est-à-dire qu'il voulait que l'élève aille un peu plus loin dans son explication. Mais « À quoi tu le sais ?» a perdu le petit. Parce que la prononciation ne pouvait pas lui permettre de bien comprendre ce que le blanc veut lui dire. Alors, vous voyez que... est-ce que je peux tirer une conclusion active? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la dictée, on peut s'en passer sans qu'il y ait de conséquences négatives? Ça, c'est limite. Je le dis pédagogiquement, ça, c'est limite. Parce que ce qu'on veut tester là-dedans, c'est la connaissance de l'orthographe, de la grammaire. Mais quand viennent interférer des fonctions qui sont liées à l'individu qui parle et à l'individu qui doit entendre, moi, je pense que ça, c'est... Alors, le deuxième point, pourquoi est-ce qu'on n'a pas 5 de moyenne sur 10 et on passe en classe supérieure avec 3, avec 4, parce qu'on ne redouble plus? Je passe là la parole à mon... Ah non, 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 je vous passe la parole. Donnez votre avis là-dessus. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on n'a pas la moyenne, mais on passe en classe supérieure? Non, ça ne se fait pas aussi facile, aussi vite fait. D'accord. Je veux dire, il y a des... Vous aurez le temps de réagir. Oui, il y a des séquences. Le CP2 est une fin de cycle. Le CE2 est une fin de cycle et le CM2 est une fin de cycle. Vous venez du CP1 au CP2, qui est la fin de tout premier cycle, ben, ce qui est fait au CP1 est revu, plus ou moins, renforcé au CP2. C'est une fin de cycle. Si vous n'avez pas un profil qui vous permet d'aller en classe supérieure, vous allez reprendre votre classe au CP2. D'accord. Par contre, on est beaucoup plus sensible à ce qu'il ne faut pas perdre le temps à l'enfant, puisqu'on peut reprendre ce qu'on a fait au CP1. Donc, du CP1, on peut venir au CP2 de façon... Ok, c'est les parents d'élèves que vous n'avez pas convaincus à travers M. Tano Edouard. Oui, là, je ne suis pas du tout convaincu. Nous devons comprendre que la dictée, on a la dictée. Il y a la grammaire, conjugaison, même mathématiques de la dictée. Aujourd'hui, nous qui sommes ici, à travers nos écrits et nos fautes, on doute de nos capacités intellectuelles. Quand tu vois un élève qui dit « il faut », qui se met écrit F-O-T. Il a fini, ça ne veut pas que si c'est un verbe, non. Effectivement, on entend faux. Voilà, faux. D'accord. Voilà. Et on a suppris aujourd'hui que dans les messages, mais ce qu'ils ont appris, si vous avez appris la dictée depuis CP1 ou bien CP2 là, mais il y a des fautes qu'ils ne peuvent pas faire. Qu'ils ne peuvent pas faire. On a dit que la dictée est indispensable pour tout élève. Aujourd'hui, nous avons des écrits. Il y a le monsieur qui l'a dit, il a demandé... Le sociologue l'a dit tout à l'heure. Oui, le sociologue a dit, quand on fait un CV plus une lettre de motivation, monsieur chef d'entreprise, je ne te prends plus là. Très bien. Va, puis il revient. Le point de vue a été entendu. Monsieur Silué. Oui, je crois que ce point fait couler beaucoup d'encre de salive. En réalité, depuis 30 ans, dans quasiment tous les pays, à part les épreuves sportives intellectuellement,
on n'utilise plus la dictée dans aucun pays. La réalité est la suivante. Quand on fait la dictée, comme il a dit, il y a une question de diction. C'est un facteur d'inéquité. Quand un enfant, comme il a dit, a des problèmes d'oreille, il va avoir 0. En plus de ça, on fait écrire 100 mots, 60 mots à un enfant, et à 5 fautes, il a 0. Il a trouvé sur les 100 mots 95, mais il y en a 5 qu'il n'a pas trouvé, il a 0. Vous voyez? Donc, on a d'autres méthodes d'apprentissage de l'orthographe. Ça n'est pas seulement la dictée en tant que telle. Mais rien n'empêche un parent de faire la dictée chez lui à la maison. S'il estime que ça peut être un complément à la formation de l'école, tout à l'heure on l'a dit, 37%, c'est l'effet parent. Le parent peut bien faire une dictée chez lui, personne, ce n'est pas interdit par la loi. Mais à l'école, nous avons une école inclusive. Nous avons maintenant dans nos classes des élèves, je ne dis pas sourds, mais malentendants. Vous voyez, on a besoin de prendre cela en charge. Vous voyez? Et il faut en tenir compte. Donc on a inventé depuis 30 ans d'autres méthodes. Allez en France, allez au Sénégal, on ne fait plus de dictée. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Donc il faut, je crois, qu'on passe l'éponge sur ce vieux serpent de mer. Chaque jour, il y a le débat là-dessus. Je vais enclencher en même temps sur le redoublement. Oui. Il est souvent dit, parce qu'il a dit 2 fois, qu'en Côte d'Ivoire, on passe sans redoubler. Pas... Si quelqu'un peut me produire le texte, qu'il l'envoie sur le plateau. Il n'y a pas de texte. C'est qu'on a seulement là, il ne s'agit pas de texte, mais la réalité du terrain. Voilà, mais la réalité est la suivante. Oui. Le cours préparatoire 1 ou 2 est un sous-cycle du primaire, comme le cours élémentaire, comme le cours moyen. De sorte que ce qu'on commence en CP1, c'est ce qu'on termine en CP2. La logique d'apprentissage, c'est que l'enfant même qui n'a pas pris des choses au CP1, il va compléter ça au CP2. C'est comme si vous venez à Abidjan, depuis Yamoussoukro. Vous arrivez à Yamoussoukro, à Saint-Gourou, vous restez là. Vous n'êtes pas vraiment arrivé à Abidjan. Donc ce qu'on souhaite, c'est que l'apprentissage soit complet sur le sous-cycle. Du fait que si on doit faire doubler l'enfant, vraiment il a eu 1 an et c'est en CP2, il va doubler. Je vous dis pourquoi. Quand les enfants apprennent à lire au début, on leur donne les voyelles et après on leur donne les consonnes. Ils doivent les associer, faire les syllabes, tout à l'heure il viendra là-dessus. Et après on prend les syllabes pour faire les trains de mots et les phrases. Mais c'est toutes des phrases simples qu'on donne au CP1, très simples. Toto, pâté, nama. Après quand on doit faire des creux de diphtongues, on passe au CP2. Et parfois un enfant qui n'a pas démarré au CP1 démarre parfaitement au CP2 et continue son cycle. La preuve, c'est que dans pas mal de pays, au Kenya, au Ghana, ailleurs, quand un enfant a réussi son CP1, parfois on l'envoie directement au CP1. S'il sait écrire tout ce qu'on fait au CP2, on le fait passer. On n'a pas fait en Côte d'Ivoire encore, mais ça pourrait arriver un jour. Mais là, peut-être qu'on va dire, ah non, on a gâté le pays. De même, plein d'enfants au CM1 sont allés en 6e. Si on l'autorisait, il y a plein. L'enfant est encadré à la maison. L'enfant a des aptitudes. Au CM1, il peut aller lire les choses du CM2. C'est pour ça qu'on a fait des cycles. Sinon, on aurait inventé d'autres noms pour le CP. On aurait dit CP, CR2, CR, CQ et pour continuer. Si on a dit CP1, CP2, c'est parce que c'est un groupe. Je voudrais vraiment que les Ivoiriens entendent ça. Très bien, vous avez été entendu. Donc nous revenons, vous attendez s'il vous plaît, nous revenons vers le public s'il vous plaît. Les problèmes de l'école, vous avez réagi, vous avez entendu, pas de redoublement, l'explication a été donnée, on peut passer avec certaines moyennes, cela s'explique. Vous, quelle est votre réaction ? Je crois qu'il faut être très clair. Le redoublement n'est pas un facteur de qualité. Parce qu'on a des adeptes de redoublement, mais la littérature montre bien que ce n'est pas un facteur de qualité. Et nous, quand nous faisons nos enquêtes, les nouveaux entrants ont de meilleurs résultats que des redoublants. Pourquoi? Parce que l'enfant qui redouble, au-delà même de la stigmatisation, a le sentiment de connaître. Et si c'est le même maître, il ne progresse pas. Et dans les petites classes, on l'a dit, ce sont les mêmes habiletés qui sont développées. C'est pour ça qu'à l'intérieur d'un cycle, il a montré, on ne redouble pas. Sur la question de la dictée, on fait croire que la baisse de niveau est imputable à cela. C'est faux. On l'a dit, la dictée
l'examen est une preuve qui n'est pas équitable. Parce qu'on a eu à superviser des examens de CP où les gens dictaient. Dans une classe, on fait la liaison. Dans l'autre classe, on ne fait pas de liaison. Et donc, pour que la dictée soit équitable, il faut que ce soit le même qui dise le texte à tous les élèves de Côte d'Ivoire. Or, ce n'est pas le cas. Donc, je voudrais dire aux enseignants que dans une classe, le maître peut faire la dictée. Personne ne lui dit de ne pas faire la dictée. Il peut faire la dictée parce qu'il est le seul locuteur de la classe. Vous voyez, à l'examen, c'est ce que je dis, il y a plusieurs examinateurs et ils n'ont pas la même façon de dire le texte. Et ça pénalise parfois les élèves. C'est pour ça qu'à l'examen, on a choisi de vérifier l'orthographe à travers l'écrit en donnant des textes lacunaires. Voici la raison principale. Très bien, vous avez été entendu. Monsieur Ekoun. Oui, merci beaucoup. Les mathématiciens disent que pour comparer deux fonctions, il faut que ces deux fonctions aient le même ensemble de définitions. Si mes vieux souvenirs de mathématiques sont encore exacts. C'est juste. OK, le monde évolue, c'est vrai. On doit évoluer avec tout ce qui évolue. Mais en Côte d'Ivoire, ici, l'une de nos plaies, c'est de vouloir forcément copier ce qui se passe ailleurs. Est-ce que nous avons les mêmes réalités? Ici, en Côte d'Ivoire, je sais qu'au CP2 comme au CM2, les enfants n'ont pas de livre de lecture, n'ont pas de livre de mathématiques. Les résultats du PASEC sont là. Et même les résultats de la DPS, la direction des stratégies aussi, le prouvent. Quand l'enfant n'arrive pas à faire de lecture à la maison, mais il ne sera pas bon en orthographe. Quand il n'y a plus de bibliothèque, mais la seule chance pour lui, c'est que le maître en classe puisse de temps en temps faire des dictées et puis être évalué. On fait dictée lacunaire. On dit qu'ici, il y a une faute, on a souligné, il faut corriger. Et après, nous tous, on est surpris que l'enfant, arrivé au cycle supérieur, tous ses écrits sont truffés de fautes. Je pense que là, nous sommes en train d'aborder l'instabilité des approches pédagogiques. J'ai été enseigné à la PPO, j'ai été formé à l'école normale supérieure à la PPO, j'ai enseigné à la PPO. Je n'ai jamais vu pourquoi on a estimé que la PPO n'était pas bonne et qu'il fallait aller à l'APC. Moi, je n'ai jamais vu de rapport qui prouve que la PPO est mauvaise et qu'il faut aller à une autre approche. On est allé à la FPC, ça a duré 2 ou 3 années, aujourd'hui c'est la APC. Mais aujourd'hui encore, ils sont en train d'expérimenter ce qu'on appelle le PEC, le programme d'enseignement ciblé. 50 établissements ont été mis en expérimentation l'année dernière à Soubré, 550 maintenant à Divo. 1000. Mais 1000, merci. Mais la différence est énorme. Oui, énorme. Oui, 1000. Mais le véritable problème, les enseignants ne sont pas informés. Les écoles de formation ne sont pas informées et formées. Et après, les inspecteurs pédagogiques vont nous envoyer des conseillers pédagogiques, des inspecteurs généraux vont nous envoyer des inspecteurs pédagogiques. On va les faire un jour. On dit que non, on nous a formés à la nouvelle approche pédagogique. Non. Et tout ça fait que c'est la cacophonie. Moi, je ne maîtrise pas la nouvelle approche pédagogique. Je vous rappelle qu'il fut des années où en 6e, 5e, 4e, on nous obligeait d'enseigner la FPC et en 3e, l'examen de fin d'année, c'est la PPO. Pourtant, ce n'est pas les mêmes méthodes d'enseignement, les mêmes méthodes d'évaluation. Et en 3e, l'enfant, il est déboussolé. Voyez-vous? C'est pourquoi il dit, tant qu'on n'a pas les mêmes réalités, il faut éviter d'aller copier. Nous avons des inspecteurs généraux capables ici de nous donner des programmes adaptés à nos réalités. Et ce message a été entendu par M. Sullier tout à l'heure. Vous allez réagir. Allez-y, vous êtes... Lazare. Oui. Je suis sous-directeur des programmes à la direction de la pédagogie et de la formation continue. D'accord. Je voulais intervenir sur 2 points. Le premier, c'est l'impression de changer chaque fois de programme ou d'approche pédagogique. Oui. La Côte d'Ivoire n'a jamais changé à plusieurs reprises, de 60 jusqu'à quasiment à l'orée des années 2000. On a travaillé sur ce qu'on a appelé la pédagogie par objectif. Il s'agissait de traiter les problèmes à travers des verbes opérationnels un à un. Et au début des années 2000, on a demandé d'apprendre aux élèves à résoudre des problèmes ou à traiter des situations. C'est ce que nous avons appelé l'approche par compétence. Il n'y en a que 2. De nombreux de nos collègues enseignants ne cherchent pas à comprendre et pensent qu'il y a eu une kyrielle. Il n'y a pas eu de kyrielle.
Quant à ce qu'on appelle la pédagogie d'enseignement ciblé ou bien le programme d'enseignement ciblé, c'est un moyen, comme l'avait dit le directeur de la pédagogie et de la formation continue, de rattraper les élèves qui se trouvent à un niveau qui n'est pas forcément leur meilleur niveau. C'est d'enseigner juste. On procède à des évaluations en début d'année, on crée des groupes et on amène les plus faibles à rejoindre les plus forts, tout simplement. C'est de ça qu'il est question. Très bien. Je vous laisse réagir, M. Tano, et ensuite M. Sulué répondra. Oui, effectivement, ça, M. Sulué. Oui. Ramenez-nous notre Mamadou et Binita. On ne refuse pas de payer les livres. Mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, après les rapports, on nous colle sur la lecture. Mais on n'a jamais refusé de payer la lecture. Et les mathématiques. Ramenez-nous dans le pays. Parce qu'en fait, ça y va l'intérêt de nos enfants. On va quand même laisser tout à l'État. Si un père de famille ne peut pas payer un livre de lecture, son Mamadou et Bineta vous donner à ses deux enfants, ce n'est pas la peine. L'État a trop fait. Donc vraiment, rester sans lecture, sans de lecture, c'est un peu difficile. Très bien. Monsieur Sulué, vous allez répondre. Mais pour la petite histoire, il s'agit de Mamadou et Binta, et non Binita, pour celui qui a écrit pour la première fois. Il a craint d'écrire qu'on lise Binta, donc il a mis un E, qui s'est prononcé finalement Bineta. Il s'agit de Mamadou et Binta. Oui, allez-y. Non, mais je veux dire que si c'était une dictée, moi j'étais mort, hein, moi je ne l'ai pas trouvé. Voilà, c'est vous dire pourquoi la dictée, nous pensons qu'il faut remplacer la dictée par autre chose qui est tout à fait pédagogiquement valable. Pour revenir à ce qu'a dit tout à l'heure M. Aka, nous sommes revenus, M. Aka, peut-être qu'on n'a pas suffisamment communiqué. Madame le ministre dit toujours qu'il faut absolument que quand un arbre est tombé dans la forêt de Taï, qui a entendu tomber? Personne, sauf quelques chimpanzés. Nous devons communiquer sur ce que nous faisons dans le ministère. C'est pour ça que nous sommes là. Je crois que nous avons donné le temps, on va regarder, on va travailler. Dire quoi? Que nous sommes revenus à la méthode syllabique depuis 6 ans. La Côte d'Ivoire est revenue à la méthode syllabique. On en parle, le Mamadou et Bineta, mais si vous regardez le livre qu'on utilise, il est exactement sur le même format. Il est fait en partant des voyelles, des consonnes, pour former les syllabes pour former des trains de mots, les mots pour former les phrases. Et donc c'est ça qui est la méthode syllabique. Nous sommes revenus à ça. Parce que c'est la science qui a montré, c'est la neuroscience qui a montré que cette méthode était plus efficace que la méthode globale. Donc tout le mal dont on a parlé tout à l'heure du côté du sociologue, ce mal est recherché depuis que nous avons eu la télévision, l'éducation télévisuelle ici. Les documents qui étaient venus avaient supprimé la méthode syllabique et l'avaient remplacée, pour des raisons donc, pédagogiques, par cette méthode. Aujourd'hui, nous sommes revenus parce que la science a montré cela. Vous prenez votre Google, vous tapez lecture syllabique, la science a tranché, vous verrez tout de suite un message qu'on va vous envoyer. Très bien. Voilà ce que je voudrais dire, pour dire que l'approche dont on parle n'a pas évolué. On est passé de la PPO à l'APC, il n'y a pas d'autre. Et comme il a dit, si vous avez des élèves que vous devez former, ils ont des niveaux très disparates. Si vous le savez au début, après vous êtes bien armé. Donc on fait un test. Le test permet à l'enseignant de dire, bon, je vais classer mes élèves en 3 parties. Les bons sont déjà bons. Les moins bons, et vraiment ceux qui sont plus en difficulté, on ne passe pas le même temps sur les uns. Donc désormais, on appelle ça la pédagogie différenciée. Ce n'est pas une nouvelle approche pédagogique. C'est juste une question de gestion du groupe classe. Alors, votre message a été entendu. Nous allons aborder le 3e point maintenant de la responsabilité des acteurs de l'école. Je commence par vous, qui êtes parent d'élèves, M. Tano Edouard. Tout le monde dit que c'est beaucoup plus vous, le problème. Vous ne donnez pas les moyens à vos enfants et les résultats ne sont pas bons. Et vous dites que ce sont les enseignants, vous accusez même les élèves eux-mêmes. Moi, je n'accuse personne. D'accord. Aujourd'hui, on doit chercher des solutions. Nous sommes tous comptables de cette situation. Non, tout le monde n'est pas comptable. Ah non. Mais justement, parce que vous ne savez pas, nous sommes dans la terre, nous voyons sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Enseignants, élèves même, étudiants, parents d'élèves que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes assis autour de cette table-là. C'est la fontaine. Les animaux malades de la peste. Qui a créé cette famine? Il faut se dire la vérité. Moi, parent d'élève qui était là, je suis dedans aussi.
Parce qu'on dit parents d'élèves, c'est pas celui qui a une association de parents d'élèves comme celle que je dirige. Nous sommes tous parents d'élèves, heureusement. On a l'impression que le fils de Kofi, l'enfant de Kofi, n'est pas l'enfant de Kwame. Quand nous sommes dans la rue que nous voyons les enfants, c'est notre affaire, ce n'est pas mon enfant. Non, tout enfant qui porte kaki ou pas est l'enfant d'autrui et devient mon enfant. Aujourd'hui, on prend la terre, le ministère a une part de responsabilité, enseignant, pas de responsabilité, parce que si je veux citer là, c'est-à-dire je prends un, on va faire une semaine. Donc, je pense que vraiment, cette situation-là, on doit s'asseoir. Ce sont des problèmes qu'on doit régler, pas devant la nation. Ça ne peut rien donner. On va se mettre dans une chambre et puis chacun est responsable de sa responsabilité. On dit, toi, tu as ta responsabilité. Voilà la solution qu'on accorde. Et à ce moment, nous allons faire les états généraux de l'enseignement. Parce que je vous dis carrément, ce n'est pas Madame le ministre qu'on va lancer la pierre. Okun, syndicaliste aussi, est dedans. Aka est dedans. Quand je prends même les élèves qui aujourd'hui donnent l'exemple simple, qui s'en vont quand j'ai anticipé. Des élèves qui aujourd'hui, qui vont cette année, me permettez, j'ai oublié de déballer 16 000 cas de fraude au bac. C'est le père qui a dit à son enfant d'aller à l'école avec un portable pour aller enregistrer. Est-ce que c'est l'enseignant? Est-ce que c'est madame le ministre? Je dis non. Nous sommes tous coupables. Parce que tant qu'enfant à l'école, dans un centre d'examen, celui qui le surveille, il est parent d'élève. Et dans un centre, on peut trouver 1000 cas de fraude. Mais quel était le rôle de ces enseignants qui sont surveillants? Donc je pense que je ne vais pas, devant la nation ici, accuser les uns et les autres. Nous sommes tous coupables. D'accord. Voilà. Nous sommes tous coupables. Monsieur Kwasi Noël, souvent ce sont les enseignants qui sont interpellés. Oui, mais Très souvent. Nous avons vu que, vu les statistiques de M. Siloué qui ont interpellé les critères de performance d'un enfant, l'enseignant qui lui donne les cours n'a qu'une infime partie de responsabilité. Ça veut dire que les responsabilités sont partagées et chacun, à son niveau, a un rôle à jouer. Qui joue le moins son rôle? Il est difficile de sous-peser cela. Ceux qui ont pour fonction de gérer l'école d'un point de vue de leur profession, de leurs attributions, jouent des rôles. Construction, contenu pédagogique et autres. Et puis, les parents qui produisent les enfants doivent aussi participer à la scolarisation de leur enfant, le suivre, l'aider à mieux travailler et éviter ces petites querelles de maison qui montrent que c'est plutôt nos épouses qui suivent mieux nos enfants que nous-mêmes, qui nous contentons de nous carrer dans les fauteuils, de lire un journal et de regarder la télévision. Si la femme est intellectuelle, elle joue mieux ce rôle que nous attendons au niveau de l'école. Ça veut dire quoi? En famille, il y a un rôle à jouer. L'enseignant, lui aussi, enseigne. Celui qui gère, gère. Et ce sont toutes ces fonctions-là qui se combinent pour faire la bonne école, pour faire la bonne éducation. C'est pour ça que dans nos échanges, il faut éviter de jeter la pierre à quelqu'un. On a tous des responsabilités à assumer et il faut s'appeler à un certain dialogue, à une certaine conjugaison de toutes les pensées pour qu'on sorte ce qu'il y a de substantifique pour notre école. C'est à cela que moi, je réfléchis et que j'appelle à nous tous qui, aujourd'hui, avons le privilège de parler un peu de cette école devant toute la nation. Monsieur Ekoun, pensez-vous que parmi les responsables, certains ont démissionné? Pas démissionné, mais ils ne jouent pas suffisamment leur rôle. Et je pense que parmi les acteurs, c'est le gouvernement qui ne joue pas suffisamment son rôle.
tous, nous sommes responsables. Nous avons des degrés de responsabilité. Même nous, les enseignants, nous sommes aussi responsables de ces résultats. Surtout vous, les enseignants, non? Pas surtout. D'accord. Nous avons un degré infime. J'ai dit la plus grande part des responsabilités revient au gouvernement, donc au cabinet, qui, pour moi, ne met pas de bonnes conditions d'enseignement à la disposition des enseignants. Nous avons notre part de responsabilité, on ne va pas le nier, on le reconnaît. Si nous achevons correctement les programmes, si nous travaillons avec une conscience professionnelle vraiment aiguë, on est ponctuel, et tout ça, je pense que notre responsabilité peut être dégagée. Même les enfants. Le parent l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est eux qui décident de quand ils vont à l'école et de quand ils retournent à la maison. Et ça, que dit le gouvernement pour ce phénomène qui depuis longtemps traîne? Les parents d'élèves aussi ont leur part de responsabilité. Aujourd'hui, quand vous voyez une réunion de parents d'élèves dans un établissement, COGES réunis, c'est pour parler des finances ou président de COGES. Mais on n'a jamais vu des parents d'élèves réunis pour asseoir des stratégies pour que dans l'école, il n'y ait pas de redoublant, pour que dans l'école, au moins tous les enfants qui sont en classe d'examen soient admis. Ça ne passe pas dans la tête des parents. Ils ont abandonné. Donc nous tous, et chacun à son niveau, doit pouvoir assumer sa part de responsabilité. Mais je le répète, nous nous tournons vers le gouvernement qui a la plus grande part de responsabilité. Si on veut véritablement améliorer, pour que PASEC 2024 puisse donner des résultats honorables à notre pays, il faut très rapidement que le gouvernement prenne ses responsabilités. Monsieur Sullier, vous voyez bien que c'est vous qui êtes interpellé fortement. Oui, non, mais effectivement, je suis interpellé. Mais je voudrais dire que le gouvernement, le ministère en tout cas, fait sa part, prend sa part. Je voudrais vous donner quelques chiffres. Depuis 2011, c'est 725 623 tables bancs qui ont été mises à les écoles. On peut également regarder le nombre de salles de classe qui ont été construites. 7 491 du préscolaire, 32 900 du primaire, 3 716 salles de classe réhabilitées, 36 lycées collèges réhabilités. Autant dire que si je veux faire égrener cela, le gouvernement a dépensé beaucoup d'argent à créer de nouvelles écoles. Exemple, les collèges de proximité. Tout à l'heure, on a parlé d'écoles pléthoriques. Et on pense que ça peut être une des raisons pour lesquelles l'école ne marche pas. Tout à l'heure, ils l'ont dit. Je n'ai pas pu répondre en ce moment. Je voudrais profiter pour dire que la moyenne d'élèves par classe en Côte d'Ivoire est de 42 élèves par classe. Si on divise le nombre d'élèves par le nombre de classes, on trouve 42,3 par là. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a une accumulation d'élèves dans certaines zones de dortoirs, comme à Bobo, comme à Port-Boué. Mais il y a des zones où il y a 11 élèves par classe. Ce que fait le gouvernement, ce que fait Madame la ministre, c'est avec nos partenaires de construire des collèges dans les villages, les collèges de proximité. De construire des collèges de proximité dans les banlieues où les élèves vont pouvoir y aller. Donc, le gouvernement fait sa part de responsabilité. Les enseignants, on a formé 88 000 depuis 2011, qui sont mis à disposition. Certains ont fait le CAFOP et l'ENS, certains ont occupé directement sur le terrain parce que le besoin se faisait sentir. Mais ils ont été formés et sont suivis par le système pédagogique. Autant dire que le gouvernement fait sa part. Mais très bien, mais vous comprenez tout de même pourquoi est-ce que vous êtes souvent interpellé? Oui, non, mais vous le comprenez? On le fait pour être interpellé. Parce que le ministère gère l'ensemble de l'école. Notre vocation, c'est de transformer les ressources en performance scolaire. Et donc, forcément, on doit être interpellé. Oui, mais je voudrais qu'on interpelle aussi les uns et les autres, les enseignants particulièrement. Parce qu'il faut dire, c'est vrai qu'on doit les former. Mais si l'enseignant lui-même n'a pas la vocation de faire les cours, de voir ce que les élèves font, de s'intéresser à ces élèves, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire. Mais dans le travail que nous faisons avec eux, nous faisons en sorte à corriger cela. Les parents, par contre, il l'a dit avant moi, il faut qu'on amène les parents de plus en plus à se dire que c'est pas l'école n'est pas l'école de l'enfant, c'est l'école des parents. D'abord, l'école est l'école des parents. Donc, ils doivent faire en sorte que leur enfant soit bien là-bas. L'atmosphère scolaire joue sur le résultat. Je vais donner un exemple rapidement avant de peut-être M. Fofana. Oui. J'étais, il y a 25 ans, à Daloa.
J'étais conseiller pédagogique et j'étais intéressé aux résultats des élèves. J'ai donc choisi 2 établissements de Daloa, une école confessionnelle, une très petite école, et un collège moderne. Et je suis allé voir les résultats. À la fin, dans l'école publique, il n'y avait que des certifiés. Et dans l'école confessionnelle, c'était niveau bac. Tous. Et souvent des étrangères qui n'avaient pas l'accent tout à fait, vous voyez, qui peut gêner les enfants. Résultat des courses au BPC. 75% d'admis dans ces petits collèges et 25% dans le public. C'est peut-être ça qui a fait aussi sur ce plateau. Ça a changé ma vie. J'ai voulu comprendre pourquoi. Eh bien, j'ai vu que c'est le climat de l'école. Dans le collège, les gens jouent au foot, ils crient. Mais dans cette école, quand vous rentrez, que vous marchez sur le gravier, on vous entend arriver. Vous voyez? Même les enseignants qui n'ont pas... Tout à l'heure, on a des qualifications de bac. Ceux-là n'ont que le bac. Et c'était peut-être le BBC. Mais les résultats sont meilleurs. Oui, parce donc, que les conditions de travail sont meilleures. Mais voilà. je voudrais dire, non, on vous a compris parfaitement, oui. Tout le monde est interpellé. Vous savez, les autres ont des responsabilités, mais vous avez des obligations. Nous allons attaquer le dernier point de cette émission. Tout de suite, on repart avec le même sujet. Le PASEC produit un rapport sur l'école. Chacun interprète et le débat est ouvert. Après avoir eu connaissance de ce dernier rapport du PASEC, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministres de l'Éducation nationale de l'espace francophone, la population se prononce sur la question. Nous allons suivre ce micro-trottoir où elles proposent leurs solutions à partir de ce qu'elles ont compris du rapport. La solution que je propose, c'est que les parents s'impliquent même dans l'éducation de leurs enfants. Ensuite, il faudrait que les réformes mises en place par le gouvernement soient appliquées par nous-mêmes les enseignants. Exemple, nous avons les contractuels, nous avons les bénévoles qui sont recrutés. Ces personnes doivent être formées pour que les nouvelles réformes mises en place, comme l'APC, soient appliquées par nous les enseignants. Je veux qu'on forme bien les enseignants pour que les enseignants aussi puissent bien former nos enfants, pour que les enfants puissent bien travailler pour demain. Nous, en tant que parents, nous devons nous lever pour relever ce défi parce que on ne peut pas tout donner au gouvernement pour dire ah, c'est l'État qui doit, c'est l'État qui doit. L'État, c'est moi, c'est l'autre. Donc, il faut que nous nous levions en tant que parents, pour mettre l'accent surtout sur nos enfants. Et il faut dire que nos parents aussi ils encouragent beaucoup. Et on dit non, ton enfant, il est entré en 6e, ou bien bon, on ne cherche pas à comprendre. Et on dit bon, ok, mon enfant il travaille. Alors, ce n'est pas le cas. Prends la peine de suivre ton enfant. Si il est bon, tu le sauras. Moi, en tout cas, je propose qu'on revienne à l'ancien système. Parce qu'il y a trop de laisser aller. Aujourd'hui, les enfants se donnent des congés eux-mêmes. Alors, il faut retourner à l'ancien système. Même s'il faut employer encore le bâton, sous une autre forme, il faut le faire. Et puis voir la qualité des enseignants. Selon moi, la solution qu'on peut apporter, c'est de ramener d'abord le système d'éducation, d'être préparé. Parce que vraiment, le niveau d'études de nos enfants, ça n'est pas vraiment appréciable. Ce que moi je trouve comme solution, c'est de diminuer un peu des vacances, quoi. Voilà, il y a trop de vacances dans l'année. On n'a qu'à diminuer un peu de vacances là. Je vais dire les congés, les petits congés là. Voilà, il n'y a qu'à diminuer ça un peu. Là, si on a diminué, ça peut aller. En tant que parents d'élèves, nous souhaiterons être associés pleinement à certaines décisions quant à certaines écoles. Parce que nous constatons qu'en tant que parents d'élèves, il y a certaines structures, certaines circonscriptions où nous sommes, mais il n'y a pas de table-banc. Mais s'il n'y a pas de table-banc, il faut bien que l'information soit remontée. Voilà, ces propos ont été recueillis par Ahmed Traoré. Je voudrais commencer par vous, M. Ekwasi Noël. C'est vrai que certaines propositions nous ont fait sourire, mais il ne faut pas les regarder de façon badine du tout. Que faut-il faire aujourd'hui pour sauver l'école, s'il y a quelque chose à sauver? Sauver? L'école est-elle en perdition aussi clairement que ça? Non. Il y a des difficultés dans l'école, comme on peut en avoir dans la santé, on peut en avoir même dans le commerce de tous les jours. L'essentiel est de savoir que c'est une structure qui vit, qui évolue avec une société qui a des changements, des besoins d'adaptation et autres. Et c'est constamment donc qu'il faut penser à l'évolution de l'école. Maintenant, quand on conclut à ce que c'est en perdition, moi, ça ne me convient pas.
Je pense que nous avons un devoir d'adaptation constante de notre école à l'évolution de notre société. Il y a un sociologue sur le terrain, sur le plateau, je sais que nous nous comprenons bien. Toute société qui évolue a besoin que ce qui est à l'intérieur évolue. L'école doit évoluer avec sa société, mais n'est pas en perdition. Si nous redevenons sereins tous et qu'on voit, on analyse bien qu'est-ce qu'il faut apporter pour améliorer tel aspect, on verra bien que ce n'est pas perdu l'école et qu'on peut la faire évoluer pour le bien-être de notre pays. Voilà comment moi je vois les choses, parce que je ne vois pas de perdition totale. Alors, tout de suite, si on doit commencer par quelque chose de fort, c'est par quoi vous commencerez pour aider l'école à avancer, à s'améliorer? Ce qui nous gêne tout de suite à l'école, il y a toujours la démographie galopante que nous voyons, qui fait que les infrastructures ne suffisent pas toujours. Ça, c'est les aspects matériels, physiques. Il faut construire des écoles, l'État en construit, nous le voyons bien. Il faut meubler l'école, l'État achète le mobilier, nous le voyons bien. Mais tous les jours, nous faisons des enfants. Quelqu'un me disait qu'à Bobo, il naît 400 enfants par jour. Si c'est 400 enfants par jour, ça fait déjà un établissement par jour. Vous comprenez donc que ça ne suffira jamais. Parce que la démographie simple, l'accroissement démographique de la Côte d'Ivoire fait qu'on a toujours besoin de construire des écoles et ça ne suffira pas. Au-delà de ça, il faut équiper. Au-delà de ça, il faut maintenant penser au contenu pédagogique, à l'aisance des acteurs comme les enseignants, leur profil de carrière, leur salaire, l'argent qu'on leur paye tous les jours. Tout ça, c'est autant de bagages que porte l'État, que nous portons tous, et que, quelque part, c'est en fusionnant nos énergies que nous construirons notre école, et non en indexant éventuellement l'État tout seul, ou des parents d'élèves, ou des enseignants. C'est un travail en commun. Tano Edouard. Bon, c'est le mot du fait. Non. Bon, je voulais dire, tous les parents d'élèves, nos enfants, c'est la matière première qu'on donne à l'école. Avant 10, 20, aujourd'hui vous avez 100. C'est-à-dire qu'on doit remercier même les parents. On produit beaucoup. Mais, quand on donne aux enseignants, on veut transformer cette matière première en matière finie. C'est là le hic. Aujourd'hui, je dis aux enseignants, c'est pour que nous vivons aussi, vous avez une part de responsabilité. Pour les grèves qui ne finissent jamais. On peut faire une grève sans déloger, pas sans brutalité. Moi, je suis dans une école, une association, un syndicat qui fait sa grève et il rentre dans le lycée, aller chicoter la dame qui donne cours parce que pourquoi elle n'est pas restée à la maison. Je dis, mais elle n'est pas de l'association. Si vous ne voulez pas enseigner, restez à la maison. Parce que pour faire la moyenne d'un élève, toutes les matières sont comptabilisées. Mais si vous, enseignants, 4 enseignants, ne viennent pas, qu'il y a 4 badets qui manquent, il y a une pénalité là. Donc, pas les chicoter. Une dame, parce qu'elle n'a pas respecté votre mot d'ordre. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Je suis plein à la place de son mari. J'ai dit, parce qu'elle fait son travail. On veut la frapper devant les élèves. Mais quelle éducation vous donnez aux élèves? Vous frappez les enseignants, les maîtres devant eux. Et demain, voilà le résultat aujourd'hui. C'est les enseignants qu'on frappe. Les chefs d'établissement. Ça fait partie de l'éducation que vous donnez à nos enfants. Revoyez un peu ça, s'il vous plaît. Revoyez ça. Ça, c'est de 1. J'ai dit, mes enfants, qui sont ces élèves-là, trop c'est trop, je n'encourage pas les enfants à aller porter main à un enseignant. Non, pas du tout. Il m'est arrivé, moi, dans mon village, un paysan portait main. Ils allaient porter plein la gendarmerie. Il n'attend que 4 du village. En tant que président d'une structure de parents d'élèves, je prends sur moi de porter plainte. Mais il a fait le village. Il a cherché. Après, bon, on a cherché à régler le problème.
J'applaudis aujourd'hui encore mes enfants qui sont la FESI. Pour la dernière résolution de l'ère avant-hier, j'ai dit, ah, on ne s'est jamais attendu. Mais cette fois-ci, je suis partant avec eux. Donc je demande que ceux-là, on leur ouvre la porte. Parce qu'on ne peut rien faire sans ceux-là. J'ai dit à Madame la ministre, ce sont tes enfants. Quand quelqu'un veut voir la distance que tu parcours, il faut lui prêter ta chaussure. Donc je demande, recevez les FESI. Ils ont beaucoup à nous apporter, à nous donner. Ce sont nos enfants. Ce qu'ils ne peuvent pas soulever là, je vais mettre sur les têtes. Je dis, allons-y, il faut les encadrer. J'étais très heureux de les résolutions qu'ils ont prises au cours de l'Assemblée. Monsieur Ekoun, vous voyez le parent d'élève qui s'adresse à vous directement. Vous, enseignants, vous êtes désacralisé vous-même en portant main, souvent, à vos propres confrères. Bon, effectivement, ça a existé. Eh bien, ça, c'est une pratique qui n'a pas cours dans mon syndicat, mais ça a existé. Effectivement, le parent d'élève n'a pas tort, on a vu. Mais le problème aujourd'hui qu'on pose, c'est... moi, je pense que c'est une question de volonté politique. Donnez-nous de meilleures conditions d'enseignement. Vous allez voir que les résultats seront bons. Prenez simplement l'exemple des établissements dits d'excellence. Le lycée scientifique, le lycée de Bassam, le lycée Sainte-Marie. Regardez les conditions dans lesquelles ils travaillent. Les effectifs. Les bibliothèques sont remplies. On prête les livres. En tout cas, j'étais au lycée scientifique, on nous donnait des livres et en fin d'année, on s'en va mettre à la bibliothèque. On était à l'abri. Les résultats sont bons. Si tous les établissements pouvaient bénéficier d'un tel confort, c'est pour dire que c'est une question de réelle volonté politique. Et ça peut exister. Il m'a donné un chiffre tout à l'heure, 42 en moyenne d'élèves dans les salles de classe. Mais dans la réalité, au lycée municipal de Gonzagueville, où j'enseigne, je n'ai pas encore vu une classe où il y a 42 élèves. Comme c'est une moyenne, on peut comprendre, c'est une moyenne. Donc, quelles sont ces meilleures conditions? En prenant l'exemple des lycées dits d'excellence, on peut citer quelques exemples. Donc, effectifs, il faut les réduire. Sinon, on ne va pas aboutir à de bons résultats. Je ne pense pas qu'un enseignant peut être excellent dans une classe où se trouvent 100 élèves. Il ne peut pas le suivre. Je ne peux même pas passer pour voir la trace écrite. Je reste dans mon coin. Le manque de matériel didactique. Aujourd'hui, au second cycle, c'est grave. Les salles de collection ont disparu. Ce qu'on appelle les laboratoires. On fait physique-chimie, ça n'existe plus. Donc, donnez-nous du matériel didactique et pédagogique. Il faut stabiliser les approches pédagogiques. Parce que quand ça évolue, 3 ans, 4 ans, nous, on est déboussolés. Prendre le temps d'évaluer et prendre le temps d'informer et de former, ça peut être sur 5 ans, avant de passer véritablement à la phase pratique. Aujourd'hui, on dit qu'ils sont à la PEC, ils ont commencé, ça fait 2 ans. Mais je vous assure que d'ici l'année prochaine, ils vont généraliser. De 5 ans, ils sont passés à 1000. Ils vont généraliser. Mais faites un micro-trottoir, il y a combien d'enseignants qui sont informés qu'il y a un programme d'enseignement ciblé? Il n'y en a pas. Ils ne sont pas nombreux. Donc tout ça, je dis, si nous avons de meilleures conditions, les conditions de travail, nous allons produire de bons résultats parce que nous serons des enseignants excellents. Quand je prends les années, depuis l'indépendance jusqu'aux années 90, pourquoi on dit qu'il y avait de bons élèves, de bons enseignants? On était dans de meilleures conditions. Les effectifs, même chaque classe était divisée en 2. Il y avait groupe 1, groupe 2, dans toutes les disciplines. On était 25 par groupe. Ça a disparu. Et aujourd'hui, on va accuser nos enfants. J'ai dit non, nos enfants sont excellents, mais la Côte d'Ivoire présente de mauvaises conditions d'enseignement. Monsieur Soulier? Oui, mais je crois que je suis d'accord, comme on dit souvent, je suis d'accord et même contre. Juste dire à M. Koun que sur ce qu'il a dit, il y a des choses vraies. On a besoin effectivement d'aller partout vers l'école de l'excellence. Et effectivement, il faut mettre à la disposition des enseignants des conditions meilleures de travail. Mais c'est ce que Madame la ministre est en train de faire actuellement. Il y a 300 collèges de proximité qui sont en construction, qui vont être construits d'ici 3 ans. Il dit 300 collèges. Cela va donc décongestionner les classes pléthoriques, puisque c'est dans les banlieues où il y a beaucoup d'enfants qu'on va le faire.
Donc ça, c'est important. Il dit également qu'on n'a pas évalué les approches. Je voudrais dire qu'en passant de la PPO à l'APC, il y a une évaluation en 2009. M. Kwasi Noël et moi-même étions membres de la commission qui a évalué. Les conclusions sont où? Vous pouvez trouver ça sur Internet, monsieur, tout à l'heure, je peux vous le montrer. Ce document existe. Mais à la disposition des enseignants. Voilà. Mais il est mis à la disposition, peut-être que vous étiez en 90, c'est pas dans quel... au collège, voilà, au collège. Mais nous étions déjà inspecteurs généraux. Vous laissez monsieur Sylvie terminer. Oui. Voilà. C'est pour ça que je vais lui expliquer cela. Et dire ensuite que l'approche a été évaluée. Et c'est suite à cela. Ce n'était pas en 2012, 11, hein. C'est en 2009 qu'on a évalué. Pour bien dire qu'on a changé entre-temps de régime entre-temps. Mais on a continué en se disant ce qui a été évalué était bien évalué et qu'on continuait. Juste finir en disant que quoi? Qu'il a parlé d'effectifs. En 90, le taux de scolarisation en Côte d'Ivoire était de 45%. Est-ce qu'on doit aujourd'hui laisser 60% de nos élèves dehors en disant ben non, on va faire des classes de 25 élèves, alors qu'on a pris une loi qui dit que la scolarisation est obligatoire? Je pense qu'il faut faire il faut construire des établissements, il faut recruter des enseignants, mais ne pas dire on va mettre l'enfant de quelqu'un dehors parce qu'on va avoir 25 élèves par classe. On doit faire comme il a dit, on doit faire les faits, c'est factuel. C'est pour ça que je pense qu'il faut ensemble rechercher les solutions. En tout cas, le ministère recherche et les conditions pédagogiques les meilleures pour l'encadrement, et le recrutement, et l'amélioration de l'accès, c'est-à-dire les salles. Et juste terminer par là, dans le nouveau projet qui arrive, le prêt souverain, il y a la réhabilitation du lycée scientifique de Yamoussoukro, totalement, avec le retour de la réglementation des sciences. C'est-à-dire qu'on va enseigner des sciences, comme il a dit. Et là aussi, comme on nous dit, il faut faire un test d'abord. La zone de Yamoussoukro, la draine de Yamoussoukro est retenue pour être un endroit où on va expérimenter. Et après, le pôle scientifique qu'on va créer là va être recopié dans les autres draines. On travaille sur la matière humaine, donc il faut avoir le temps de bien regarder tout ça. Voilà ce que je voudrais dire. En tout cas, merci M. Sullier, merci à vous aussi M. Ekoun, M. Tano Edouard, merci, et merci à vous M. Kwasi Noël. Je voudrais déjà vous préparer à revenir sur ce plateau pour un deuxième round avec autre visage certainement, mais nous allons continuer à parler de l'école. Merci à vous tous d'être venus. Alors, tout est parti du dernier rapport PASEC. Et ce n'est que le début pour nous, pour discuter de l'école, puisque vous l'avez entendu, certains pensent fortement qu'il faut jeter les jalons de l'école nouvelle parce que celle-là ne répond pas aux réalités du moment. D'autres pensent que ceux qui en parlent trop en font moins. Ce sont des positions qui ont un sens. Dans tous les cas, il ne faut pas se voiler la face, il faut répondre à certaines questions, telles que quel système éducatif pour l'école ivoirienne, et quel avenir pour notre école, sous peine de s'exposer à rendre compte aux générations à venir. Merci de nous avoir suivis. C'était le débat sur RT1. Bonne soirée à vous.